L'AJP donc reçoit aujourd'hui la députée du Pas-de-Calais, présidente du Front National, Marine Le Pen. Merci Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, on va juste le rappeler, évidemment députée française et ce depuis le 21 juin 2017. Vous aviez auparavant siégé au Parlement européen pendant 13 ans et vous êtes présentée par 2 fois évidemment à l'élection pour la présidence de la République en atteignant le second tour l'année dernière en 2017. Au menu de ces 30 comptes, si vous en êtes d'accord, eh bien l'actualité du jour, on pourra parler du statut des cheminots, puisque c'est aussi à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Pourquoi pas la situation à Mayotte, le retour bien sûr sur le congrès de votre formation politique qui s'est tenu le week-end dernier à Lille et la réforme institutionnelle qui engage le chef de l'État Emmanuel Macron, avec nos questions, celles de tous les adhérents de cette association qui sont présents devant vous dans cette salle, et bien sûr vos réponses, en précisant que ce rendez-vous est diffusé comme d'habitude sur le site de l'Assemblée nationale en direct et qu'un live tweet est à suivre sur notre compte AJ Parlement. C'est le compte de l'association. Il n'y a pas encore assez d'adhérents sur ce compte Twitter. Donc faites-le savoir, s'il vous plaît, c'est important pour notre association. On va donc commencer par l'actualité du jour. Et c'est Chantal Didier qui va vous poser la première question. Oui, bonjour. Donc la réforme de la SNCF au menu du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Il y aura en fait 2 questions. D'abord le recours aux ordonnances. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, comme vous êtes quand même souvent dans l'opposition, je ne dirais pas systématique, mais assez franche, est-ce que vous envisagez un front commun avec la CGT pour défendre le statut des cheminots? Alors, je vais répondre d'abord en commençant par votre dernière phrase pour vous dire que le jusqu'au-boutisme syndical, je crois, au fur et à mesure des années, a fait beaucoup de mal en réalité au service public avec lequel, dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, il se confond aujourd'hui. Moi, en ce qui me concerne, je défends résolument les services publics, car je n'oublie pas à quoi servent les services publics. Les services publics, ils servent à permettre à nos compatriotes les plus humbles de se soigner, de s'instruire et de se déplacer. Et le principe même des services publics, c'est que s'ils sont rentables, tant mieux, mais leur objectif ne doit pas être la rentabilité, mais précisément de remplir cette mission d'égalité des citoyens par rapport à des services qui nous apparaissent essentiels. Donc je défends le service public et je m'inquiète évidemment beaucoup car je vois poindre, bien entendu, derrière la réforme qui est annoncée, en réalité la privatisation de la SNCF. D'abord l'ouverture à la concurrence, mais c'est toujours le même procédé, imposé par l'Union européenne, et à terme la privatisation. Ça, c'est la disparition programmée, quoi qu'en dise le gouvernement, de l'intégralité des petites lignes, pour une raison simple, c'est que ce sont les grosses lignes rentables qui financent les petites lignes. À partir du moment où les grosses lignes rentables vont faire l'objet d'une concurrence de la part de structures privées, qui ne vont pas aller investir dans des lignes non rentables, vous l'imaginez bien, eh bien, il n'y aura plus assez de financement pour pouvoir financer les petites lignes. C'est donc les dernières nervures d'irrigation de notre ruralité qui vont disparaître. Deuxièmement, et j'essaye de brosser dans ma réponse, il y a le sujet de la dette. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a là véritablement un enfumage de la part du gouvernement qui parle de la dette de la SNCF en oubliant de dire que c'est quand même au moment où il fallait à tout prix répondre, en tout cas converger sur les critères de Maastricht, que M. Juppé avait mis la dette de la SNCF, avait planqué la dette de l'État vers la SNCF. Donc en réalité, c'est en grande partie la dette de l'État. Énième argument que je souhaiterais développer, c'est la transformation en SA. Alors, on dit, ah bah c'est très bien, ça a déjà été le cas, etc. Oui, il n'y a qu'un malheur, c'est que ça va changer les conditions d'emprunt de la SNCF. Car aujourd'hui, la SNCF emprunte selon les conditions qui sont très proches des conditions de l'État. Donc, avec des intérêts qui sont extrêmement faibles. Si demain, comme société, la SNCF va emprunter sur les marchés, il est évident que le coût de cette dette va exploser. Enfin, sur le statut des cheminots, je pense qu'on agite un peu le mistigris
devant les Français. Beaucoup de Français pensent que le statut des cheminots bénéficie d'un certain nombre d'avantages. C'est vrai d'ailleurs, il bénéficie d'un certain nombre d'avantages. Dans ces avantages, il y a sûrement des avantages qui aujourd'hui, au XXIe siècle, apparaissent comme des avantages indus. C'est l'ensemble des avantages qui sont accordés à la famille, etc., en matière de tarifs de transport, des choses comme cela. Mais très objectivement, est-ce que c'est le statut des cheminots qui a créé la dette de la SNCF? Réponse non. Est-ce que la productivité des cheminots français est mauvaise? Réponse non. Moi, j'entends tous ces responsables politiques taper sur le statut des cheminots. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui ait suggéré à ses enfants d'être cheminots. Ça prouve que le statut ne doit pas être aussi exceptionnel qu'on le dit, hein, parce que évidemment, il est aussi c'est aussi un métier dans lequel il y a des contraintes qui sont des contraintes lourdes, qui rentrent directement en compétition avec la vie familiale. Donc tout cela me paraît encore une fois être un peu un mistigris agité devant les yeux pour cacher la partie immergée de l'iceberg. Immergé de l'iceberg, qui est en fait la privatisation annoncée de la SNCF. Voilà. Et pour aller jusqu'au bout de ma consoeur, est-ce que à ce moment-là, vous entendez appeler à manifester contre ce changement de statut appelé des vœux du gouvernement aujourd'hui? Des manifestations sont programmées, la première arrive maintenant très vite. Est-ce que vous appelez à manifester contre cette réforme concrètement? Bon, moi, je n'appelle pas à manifester, mais il y a très certainement des adhérents du Front National, des sympathisants du Front National qui seront présents dans ces cortèges. Évidemment, parce que, encore une fois, quand on représente un Français sur 3, vous pouvez bien imaginer que s'il y a une position commune à s'opposer à la manière dont est envisagée cette réforme, il y aura très certainement des sympathisants du Front National qui seront présents dans les cortèges. Mais ce qui pose un problème, mais comme à chaque fois d'ailleurs, c'est que ces cortèges vont être organisés, d'ailleurs je crains qu'ils aient du mal en réalité à mobiliser, hein, puisque la réforme du statut a vocation à s'appliquer aux entrants et non pas au personnel actuellement en poste, ce qui change un tout petit peu la donne en matière de mobilisation. Donc vous mais le problème, vous ne croyez pas une forte mobilisation autour je pense de cette question? Je pense qu'ils auront du mal à mobiliser. Mais le problème de fond, c'est que tous ces syndicats ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc ils se retrouvent, quoi qu'on en dise, un peu piégés par les consignes de vote qu'ils ont pu donner. Et c'était exactement la même problématique au moment de la loi travail. Ils ont appelé à manifester contre la loi travail. Mais c'est encore pire pour la loi travail, puisque Emmanuel Macron avait annoncé qu'il effectuerait une réforme massive du travail par l'intermédiaire des ordonnances. En appelant à voter pour lui, ils lui ont donné un blanc-seing. Il ne faut pas après pleurnicher parce qu'Emmanuel Macron se sert de ce blanc-seing. Et la cuite des ordonnances? Voilà, mais le problème c'est au départ ça devait être uniquement la loi travail, les ordonnances. Et puis on s'aperçoit que maintenant tout va passer en réalité par ordonnance. Donc c'est une méthode de gouvernement d'Emmanuel Macron. Ça peut se défendre, on a connu ça par le passé, mais quand ça s'accompagne de toute une série de décisions qui manifestement visent à réduire considérablement le droit des parlementaires, notamment d'opposition, je trouve que ça commence à sentir le totalitarisme. Peut-être une autre question d'actualité. Mayotte, dernier département français, hein, à moins que quelqu'un ait une question concernant le statut de la SNCF, la réforme en cours du côté des cheminots, oui? On va vous donner un micro. On va te donner un micro. Oui, en se Hervé présentant, Favre, bien sûr. La Voix du Nord, bonjour. Je revenais sur votre phrase du début, le jusqu'au boutisme syndical a fait beaucoup de mal. Est-ce que ça veut dire que votre parti ne soutiendrait pas un mouvement de grève dure, comme certains semblent le prévoir? Non, mais je parlais en l'occurrence par le passé. C'est vrai que par le passé, notamment la CGT, mais pas seulement, Sud, ont été jugés assez sévèrement par les Français en organisant des blocages qui avaient des conséquences évidemment sur nos compatriotes et notamment nos compatriotes les plus modestes. Bon, mais en réalité, si vous voulez, c'est tout le processus de dialogue syndical qui est manifestement défaillant dans notre pays. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les syndicats ont de moins en moins d'adhérents.
Ouais, il y a tout un système à revoir, car moi je suis pour le dialogue avec les syndicats. Encore faut-il que les syndicats soient représentatifs, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Encore faut-il que les syndicats soient soumis à un certain nombre d'obligations similaires à celles des partis politiques. Vous savez que pendant la campagne présidentielle, j'avais suggéré, pour mettre fin à toutes ces critiques et tous ces rapports détonnants et même terrifiants faits sur le financement des syndicats, que les syndicats soient soumis au même contrôle que les partis politiques, c'est-à-dire au contrôle de la CNCCFP, qu'on aurait pu appeler CNCCFPS, c'est-à-dire que c'est de l'argent public, les syndicats touchent de l'argent public, les partis politiques touchent de l'argent public, c'est tout à fait naturel que leur financement soit vérifié et analysé par une structure telle que la CNCCFP. Voilà. Donc je crois qu'il y a un grand, encore une fois, il faut une vision d'ensemble d'un renouveau en fait du dialogue, ce qui pour l'instant n'apparaît pas dans les projets du gouvernement. Une autre question. On reste sur les cheminots pour l'instant. Bonjour, Stanislas Noyer, Courrier de Guadeloupe. Est-ce que vous auriez, au-delà du financement, des idées sur comment organiser la représentativité des syndicats? De la même manière que pour les partis politiques. Voilà, moi je pense qu'il faut ouvrir totalement la possibilité de création de syndicats, déterminer un pourcentage au-delà duquel ils ont des élus. C'est la démocratie, si vous voulez. Il ne s'agit pas de dire, voilà, vous avez le choix entre un tel et un tel. Il faut laisser des syndicats pouvoir émerger, pouvoir naître, pouvoir se présenter, pouvoir être représentatifs. Je pense que tout, effectivement, est à revoir dans ce domaine et qu'on y gagnerait, alors qu'aujourd'hui, je crois qu'on a atteint le niveau le plus bas de syndiqués dans notre pays, sachant qu'une partie des syndiqués, d'ailleurs, le sont parce que l'adhésion à un syndicat leur offre un certain nombre d'avantages matériels ou en termes d'accès à des logements ou je ne sais quoi, ce qui est assez éloigné de la défense véritablement de l'intérêt d'une profession. Mayotte, les tensions sociales, 3 semaines de conflit maintenant sur ce qui est le dernier département français en date. C'est le numéro 101, Mayotte, comme département français. Mayotte, c'est un territoire où 84% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, avec un état du service public, semble-t-il, on ne peut plus déplorable. On parle des écoles, bien sûr, et des hôpitaux publics, pour ne parler qu'eux. Annie Girardin était sur place. Elle revient aujourd'hui en France, après avoir fait des propositions sur place, en rencontrant un certain nombre de délégations. Le mouvement semble suspendu du côté des organisations syndicales sur place pour un mois au moins. Que pensez-vous de la situation sur place? Est-elle bien gérée par le gouvernement pour l'instant? Et quel est le problème de fond à Mayotte selon vous? Je pense que l'ensemble de nos compatriotes devraient regarder vers Mayotte, car Mayotte est notre futur. Mayotte, c'est aujourd'hui le Lampedusa français. C'est une situation qui est totalement hors contrôle, avec une immigration clandestine massive, et son corollaire, une insécurité qui est insoutenable et qui est une véritable honte pour un département français. Aucune des décisions qui sont annoncées par Mme Girardin, qui a mis plus d'1 mois quand même à envisager de se déplacer, n'est en mesure évidemment de régler le problème catastrophique de Mayotte. Je connais bien Mayotte, moi j'y suis allé plusieurs fois. C'est une favelas à ciel ouvert, parce que l'immigration clandestine massive s'installe dans des taudis. C'est un foncier qui du coup n'est plus accessible pour envisager le moindre développement économique, qu'il soit d'ailleurs artisanal ou qu'il soit agricole, compte tenu de ces terres entières de favelas qui s'accumulent. Ce sont des écoles qui, lorsque vous passez devant, ressemblent à s'y méprendre à des prisons, parce qu'on les protège avec des barbelés, parce qu'ils sont attaqués. Je vous signale d'ailleurs que le mouvement qui est né là, qui est en cours en ce moment, est né du caillassage d'un bus scolaire par des jeunes désœuvrés. C'est un couvre-feu, Mayotte, où à peu près à 18h, les gens ne sortent plus de chez eux, parce qu'ils ont peur de se faire agresser. Objectivement, je crois que Mayotte est une honte pour la République française. Avoir laissé
les Mahorais dans la situation dans laquelle ils sont est une véritable honte. Alors il faut arrêter l'immigration clandestine. Pour ça, il faut arrêter l'intégralité des avantages que viennent trouver ceux qui arrivent clandestinement à Mayotte. Évidemment, la première chose, c'est le droit du sol, qui est l'élément essentiel d'attractivité, mais pas seulement dans l'intégralité de la métropole. C'est là où M. Wauquiez parle de bon sens en disant il faut supprimer le droit du sol, c'est le bon sens. Bon, je suis contente de voir qu'il a fait un pas en avant, mais enfin qu'il se laisse imprégner par ce bon sens en allant jusqu'à dire qu'il faut la suppression du droit du sol dans l'intégralité de la métropole. Comme ça, il nous aura rejoint sur un point encore supplémentaire, puisqu'il ne cesse de venir sur notre terrain politique. Je m'en réjouis. Dès qu'on peut convaincre quelqu'un, y compris M. Wauquiez, qui vient de très loin sur ces domaines, eh bien, je ne peux que m'en féliciter. Bon. Donc, il faut massivement envoyer là-bas des forces de l'ordre. Il faut envoyer des navires pour intercepter les embarcations, et c'est assez simple d'ailleurs, les embarcations qui arrivent, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez comment ça se passe, vous devriez vous y transporter, c'est Uburoi. C'est Uburoi. Donc il y a des radars à l'endroit où les navires arrivent qui indiquent quand une embarcation arrive, et à ce moment-là, avec le pout de la gendarmerie du sud de l'île, on monte dans le nord pour intercepter. Évidemment, on arrive à peu près 1 heure après que l'embarcation soit arrivée sur la rive. Mais ça n'est que cela, Mayotte. Donc, soit on prend en main cette situation, soit, encore une fois, on admet que Mayotte sera notre futur et que on subira la même chose en métropole que ce que subissent nos pauvres compatriotes mahorais. Le micro aussi. Le micro. Tu vas avoir le micro. François Gervais, voilà. Horizon Politique. L'un de vos points forts du discours de Lille a été de dire que l'immigration légale et illégale n'est plus tenable. Comment souhaitez-vous rendre tenable l'immigration légale? Est-ce que c'est la fermeture des frontières? Est-ce que à l'égard de tous ceux qui ne seraient pas français? Alors d'abord, permettez-moi, mais pour fermer des frontières, encore faut-il en avoir. Nous n'avons plus de frontières, donc nous ne pouvons pas les fermer, nous n'avons pas la porte, donc encore moins la clé pour pouvoir fermer nos frontières. Les frontières, c'est comme les fenêtres. On les ouvre, on les ferme, on les entrouvre en fonction de nos capacités et de notre intérêt national. Car c'est ça la seule question que je me pose, moi. Est-ce que c'est bon pour la France et les Français? Continuer à accueillir légalement 262 000 personnes par an, alors que notre capacité de soins est saturée, alors que nous avons des millions de chômeurs et donc pas de travail à offrir, des millions de chômeurs, et je vous signale, plus de chômeurs chez les étrangers qui sont déjà en France que chez les Français. Bon. Alors que nous avons manifestement des problèmes pour laisser ouvertes nos classes d'école, puisque 300 classes d'école sont fermées dans la ruralité aujourd'hui. Est une véritable folie et rien ne le justifie. Il faut donc effectivement ramener l'immigration légale à son niveau que je considère comme incompressible, qui est un niveau de 10 000. Pour le reste, je suis navré, comme tous les pays du monde, nous devons effectivement maîtriser notre immigration et compte tenu de la situation actuelle, je crois qu'il faut, encore une fois, arriver à un niveau incompressible qui est de 10 000 d'immigration légale et lutter bien entendu contre l'immigration clandestine, contre laquelle nous lutterons en ayant des frontières, mais pas seulement, contre laquelle nous lutterons en arrêtant toutes les incitations à l'immigration clandestine, les aides, l'aide médicale d'État, les logements d'urgence et tout ce qui fait que la France est un des pays les plus attractifs, bien entendu, pour l'immigration clandestine. Oui, un micro, il arrive. Et en remettant en cause aussi, permettez-moi, les accords bilatéraux que nous avons passés avec un certain nombre de pays, dont l'Algérie, qui fait qu'en réalité, nous ne maîtrisons absolument pas l'immigration en provenance d'Algérie. Je crois que l'accord est de 68, me semble-t-il, et celui-ci met en place des conditions exceptionnelles du droit commun, exceptionnelles de la loi commune, au bénéfice des ressortissants algériens. Nous ne pouvons plus nous permettre cela.
Oui, bonjour, Hugo Domnac au Point. Alors, vous ne faites plus de la sortie de l'Union européenne votre priorité. Vous avez aussi invité Steve Bannon à votre congrès qui prône l'union des droites. On parle de rapprochement avec M. Mariani. Est-ce que vous êtes en train de vous droitiser aujourd'hui? Alors, pardon. Donc là, on aborde bien sûr la question de la formation politique du Front National à la suite de ce congrès qui a eu lieu, c'était le week-end dernier à Lille. Je vais répondre à cette question très facilement, comme je l'ai fait pendant des années, et je l'ai encore refait dans le cadre de mon discours à Lille. Je ne crois plus au clivage gauche-droite. Je ne crois plus au clivage gauche-droite. Voilà. Nous avons théorisé sa disparition et je crois que nous avons impulsé sa disparition. D'abord en arrivant en 3e position, puis en arrivant en 2e position dans toute une série d'élections et enfin en arrivant en 1re position. Ce clivage a explosé. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs bien compris puisque lui-même fait le rassemblement des mondialistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Moi, je veux faire le rassemblement, et je suis déjà dans cette démarche depuis un certain nombre d'années, des nationaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, donc je n'y crois pas. Donc je m'adresse à tous les Français, d'où qu'ils viennent, quel que soit le parcours politique qui est le leur, parce que je crois qu'encore une fois, le clivage mondialiste nationaux aujourd'hui est le seul vrai clivage pertinent, non seulement en France d'ailleurs, mais également en Europe. Mais c'est aussi un peu ce qui est venu aujourd'hui. Les mondialistes d'un côté, oui, les nationaux de l'autre. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire les nationaux d'un côté et les post-nationaux de l'autre. Ceux qui considèrent que la nation est un élément essentiel du bien-être, de la sécurité, de la prospérité de notre peuple, et ceux qui considèrent que non, il faut bazarder la nation, que celle-ci doit continuer à s'affaiblir, ne plus avoir ni frontières, ni politique migratoire nationale, ni d'ailleurs politique fiscale nationale, puisqu'ils sont en train d'avancer là-dessus au niveau de l'Union européenne, etc., etc. Mais d'ailleurs, Steve Bannon est dans la même démarche. Lui, il ne parle pas de droite ou de gauche. Il évoque véritablement ce même clivage avec d'autres mots, des mots qui sont adaptés à la politique américaine. Mais c'est cela, en réalité, qu'il vient dire. Il vient dire, vous croyez que ce clivage est intervenu en France, vous croyez peut-être qu'il est en train de traverser l'Europe, en réalité, il est en train de traverser le monde. Et j'en veux pour preuve, et c'est ce qui me permet de dire qu'Emmanuel Macron est à contre-courant de l'histoire, j'en veux pour preuve que toutes les grandes nations sont en train de défendre leur identité, de défendre leur nation en tant que telle, de mettre en œuvre un protectionnisme économique. C'est vrai pour la Russie, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour la Chine. Pour la petite histoire, parce que vous avez évoqué son nom, c'était un peu la guest star de ce congrès. Steve Bannon, c'est une idée à vous ou c'est un certain nombre de vos collaborateurs qui vous ont soufflé son nom pour donner un sens politique à sa présence à Lille le week-end dernier? Non, mais Steve Bannon a fait une tournée en Europe, après avoir fait une tournée d'ailleurs en Asie. Bon, je note d'ailleurs que Emmanuel Macron est allé en Inde, accueilli par le gouvernement de M. Modi. Monsieur Modi, c'est vraiment la politique très proche de celle que souhaite mettre en œuvre, mais toute chose égale par ailleurs que ce que nous souhaitons mettre en œuvre en France. Certains, si Monsieur Modi avait les mêmes élites que nous avons en France, il se ferait traiter de nationaliste. Donc Monsieur Emmanuel Macron est allé voir les nationalistes indiens. Bon. Et sans, ça change rien ça, et sans que ça ne heurte ou que ça ne fasse l'objet de commentaires qui soient aussi désagréables que ceux qui nous sont envoyés à la figure en toutes circonstances. Bon voilà, donc il faisait une tournée en Europe, après avoir fait une tournée en Asie, il était en Italie, il s'avère qu'il était en contact avec Louis Alliot, qui est allé il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines aux États-Unis et qui l'a rencontré. Et donc l'occasion nous a permis de l'entendre. Et je pense que c'était intéressant d'entendre un homme comme Steve Bannon venir dire que contrairement à ce que vous écrivez toute la journée, lui, il pense, l'homme qui a quand même contribué à l'élection de Donald Trump, que non seulement le Front National n'est pas mort, mais qu'il a un bel avenir devant lui. Alors tout le monde a noté cette phrase et après je vais donner la parole à mon confrère là sur la droite pour une prochaine question. Mais quand même tout le monde a noté cette phrase qu'il a scandée devant la foule. Je la cite. Laissez-vous traiter de raciste, xénophobe, islamophobe, homophobe, portez-le comme un badge d'honneur. Voilà ce qu'il a dit devant les militants sympathisants de votre formation à Lille le week-end dernier. Ça vous convient tout à fait comme type de langage de sa part, bien sûr. Non, ce qui me note, c'est votre mauvaise foi.
Et même, je dirais même jusqu'à dire plus, la manipulation qu'ont opéré un certain nombre de médias. Car il est évident que si on écoutait le discours de Bannon, et je vous appelle à le faire d'ailleurs, plutôt que de copier comme des perroquets ce qu'a écrit l'AFP ou je sais quel autre média, quand vous écoutez le discours, qu'est-ce qu'il dit, Steve Bannon? Il vient dire une chose très simple. Il vient dire, à partir du moment où le système vous accuse de tous les maux, vous insulte des termes d'homophobe, de xénophobe, de raciste, c'est parce qu'il n'a plus d'arguments. C'est parce qu'il ne veut plus argumenter sur le fond. Et le simple fait de vous accuser ainsi et de vous insulter ainsi démontre que le système est en train de s'affaiblir et que vous vous renforcez. Voilà. C'est exactement ce qu'il a dit dans son discours. J'ai vu d'ailleurs que BFM avait usé du ciseau pour faire coller deux phrases qui n'étaient pas vraiment l'une à la suite de l'autre. Mais bon, ça on a l'habitude. Mais c'est ça l'idée qu'il développe. Il développe l'idée que partout où on défend la nation, partout où on défend la limitation de l'immigration, partout où on défend la préservation de l'identité, partout où on défend le protectionnisme économique, on est immédiatement insulté avec des insultes graves. Racistes, homophobes, xénophobes, je ne sais quoi d'autre, qui n'existent pas chez nous, nativistes, enfin ça n'existe pas chez nous, mais je suppose que comme on va toujours chercher aux États-Unis ce qui est mauvais et pas ce qui est bon, ça va pas tarder à arriver. Bon, et ça, c'est une défaite de la part du système que de ne pas être capable de convaincre sur des idées, mais d'en être évidemment contraint à insulter ceux qui défendent des idées différentes des leurs. Question sur votre droite. Oui, pardon. Gérard Leclerc, CNews. Le changement de nom, vous l'avez expliqué par la nécessité pour le Front National de devenir un parti de gouvernement et de trouver des alliés. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Deux questions. C'est possible à partir du moment où vous avez des positions aussi tranchées que vous l'avez, par exemple, ce que vous venez de dire sur l'immigration, qui arriverait donc, la conséquence serait la fermeture des frontières, etc. Est-ce qu'on peut gouverner la France? Est-ce qu'on peut être en Europe avec de telles positions? Et deuxièmement, trouver des alliés. Mais quels alliés? Toutes les réactions qu'on a pu entendre, personne aujourd'hui ne veut s'allier avec vous. Qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait changer? Monsieur Leclerc, d'abord, je n'ai pas dit qu'il fallait fermer les frontières. Donc, si on arrête complètement l'immigration, sauf 10 000, d'ailleurs, vous devriez nous dire sur quels critères on garderait ces 10 000. Mais la façon, d'ailleurs, oui, c'est fermer les frontières, semble-t-il, non? Non, c'est pas fermer les frontières, c'est les maîtriser. Alors, à partir du moment où on peut choisir qui entre et qui se maintient sur notre territoire, les frontières ne sont pas fermées, elles sont maîtrisées. Voilà. Et en fonction de l'évolution de la situation dans notre pays, eh bien, on peut, encore une fois, augmenter le nombre de gens que l'on peut accueillir ou baisser le nombre de gens que l'on peut accueillir. On est dans une situation où il faut drastiquement baisser le nombre de gens que l'on veut accueillir. Bon, vous me dites, personne ne veut s'allier avec moi. Bon, excusez-moi de vous contredire à nouveau sur cette deuxième acception, mais il me semble qu'au présidentiel, il y a eu une alliance. Déjà. Il y a eu une alliance pour la première fois dans l'histoire du Front National avec Nicolas Dupont-Aignan. Il me semble que ce week-end, quelqu'un comme Thierry Mariani a exprimé l'idée que oui, il faudrait très probablement engager des discussions avec le Front National. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est peut-être à M. Wauquiez. Lui dire, mais M. Wauquiez, comment est-ce que vous pouvez tenir exactement le même discours que Marine Le Pen? Parce que ça se ressemble de plus en plus. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il a beaucoup bougé. Bon, que ce soit d'ailleurs sur l'immigration ou que ce soit sur l'Europe. Parce que l'euro-BA, qui était M. Wauquiez lorsqu'il était ministre de Nicolas Sarkozy, semble-t-il, il devient eurosceptique. Alors jusqu'où, on ne sait pas trop. Je ne l'ai entendu dire qu'il faut garder l'Union européenne, ce qui marche bien, et arrêter ce qui ne marche pas, ce que j'ai trouvé assez faible comme argumentation politique. Bon. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a effectivement sur des grands sujets, manifestement, en tout cas dans les propos, je ne suis pas sûr que ce soit des convictions, dans les propos des dirigeants LR, des propos qui ressemblent énormément à ceux du Front National aujourd'hui. Alors, moi je crois qu'il y aura des gens pour vouloir s'allier avec nous, ne serait-ce que parce que précisément, il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'on est maintenant dans un clivage mondialiste national, qu'Emmanuel Macron rassemble les mondialistes, il en a rassemblé en constituant son gouvernement, mais il en rassemble aussi lorsque l'on voit M. Juppé dire que sur l'Europe, il serait plutôt d'accord pour être sur la ligne d'Emmanuel Macron. Et nous devons rassembler les nationaux. Et c'est à cette alliance que je travaille et je suis convaincu qu'elle peut naître et elle peut grandir.
J'en profite à propos du nom, hein, Rassemblement national, il a été évoqué par Gérard Leclerc. On s'est beaucoup interrogé évidemment sur le choix de ce nom, pourquoi ce nom, et puis j'ai regardé tout simplement sur Google. Hein. Rassemblement national est apparu, c'est vrai, à un certain nombre de reprises, notamment au siècle dernier. Rassemblement national populaire, ça c'était le parti collaborationniste fondé par Marcel Déat en février 41. Rassemblement national français, parti de Jean-Louis Texier-Vignancourt, qui représentait l'extrême droite de l'époque, hein, qui s'était lui-même présenté contre le général de Gaulle à la présidentielle de 65. Et puis enfin, le groupe Front National Rassemblement National, groupe Front National Rassemblement National, c'était ici le groupe parlementaire à l'issue des législatives de 86. Pourquoi Rassemblement national s'il fallait dédiaboliser le Front National pour suivre la ligne que vous avez engagée à la tête de ce parti depuis 2011, y avait pas-il un autre nom à choisir? Et pourquoi le choix de ce nom de Rassemblement national? Bon, d'abord, et vous allez bien comprendre que je suis en total désaccord avec la manière dont vous présentez évidemment les choses, que je trouve très factuel, hein, que ce je que j'ai trouve dit là. très D'ailleurs, tout le monde peut trouver ces informations sur Google notamment, oui, enfin ou autre, hein, bien sûr. Que j'ai trouvé très volontairement préjudiciable. Hein. Il s'agissait. Non, mais ça m'a amené à m'interroger sur ce choix. De toute façon, le Front National n'a jamais raison, jamais. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il a toujours tort. Bon, alors vous, moi, je trouve que c'est très malhonnête. De mettre un trait d'égalité entre le Rassemblement national, qui, comme vous le dites, en ces termes-là, Rassemblement national était effectivement le nom accolé à celui du Front national, dans une période que certains d'entre vous ont connue, où le Front national s'était beaucoup ouvert en faisant élire 35 députés à la proportionnelle, dont une grande partie qui venait effectivement du CNI, qui venait du RPR, etc. etc. C'est à cela, en quelque sorte, que ce non-Rassemblement national que je propose, c'est avec ce Rassemblement national 86-88 qu'il fait peut-être un lien, puisque pourquoi ce nom? Parce que nous voulons faire le Rassemblement national, c'est aussi simple que ça. Aller chercher des connexions avec le Rassemblement national populaire de DA, c'est d'aussi mauvaise foi que si je vous disais, bon alors s'il faut un mot de différence, hein, et que ça crée quand même un trait d'égalité, alors ben, on va mettre un trait d'égalité entre le Parti socialiste et le Parti national-socialiste. Voilà. Bon. Et sur le fond, ce nom, qui n'est pas encore celui qui remplace officiellement, hein, celui du Front National. Il y a eu des choix à faire, il y avait d'autres noms en concurrence. Comment finalement vous avez arrêté votre choix sur ce nom? J'ai arrêté mon choix sur ce nom, d'abord parce que ce n'est pas un nom qui à la mode, entre guillemets. J'ai pas voulu céder à la mode, les ceci, les cela, les patriotes, les républicains. On ne sait même plus comment en parler d'ailleurs. Oui, alors donc le parti, les républicains, les républicains, je sais pas, nous on dit le Front National, les républicains. Bon, les républicains, j'aime pas. Donc je sais que c'est la mode, mais moi je ne veux pas céder à la mode parce que je pense que le nom d'un mouvement politique doit s'inscrire dans la durée. Voilà. Et il faut qu'il exprime quelque chose. Rassemblement national, ça exprime deux choses essentielles, qui m'apparaissent en tout cas essentielles. D'abord, national. Au moment où le clivage mondialiste nationaux, précisément, est le clivage d'aujourd'hui, il fallait exprimer l'idée que nous sommes des défenseurs de la nation. Voilà. National et rassemblement, parce que précisément, mettre en œuvre le rassemblement. Parce que nous passerons, si les adhérents le décident, de front, comme je l'ai dit dans mon discours, on fait front en général contre quelque chose. J'en veux d'ailleurs pour preuve le front soi-disant républicain, hein, qui s'est constitué contre le Front National. Mais on fait rarement front avec quelqu'un ou pour quelque chose. Donc nous devons faire le rassemblement de tous les Français pour défendre la France. Et il m'est apparu que ce nom qui est dans l'inconscient collectif du Front National, précisément parce qu'il a accompagné une partie de l'histoire du Front National, était celui dans lequel les adhérents du Front National se reconnaîtraient le plus. Et c'est un peu vrai, car même si nous faisons tout mal, hein, et que nous avons toujours tort, que c'est la règle numéro 1, admettez-moi quand même le courage d'avoir annoncé ce nom en direct live. Je ne connais pas beaucoup de dirigeants politiques qui ont pris ce risque devant une très nombreuse salle, devant toutes les caméras. J'ai pris
en quelque sorte le risque d'annoncer ce nom à l'ensemble des adhérents qui étaient présents. Et vous aurez vu les réactions, cette spontanéité de cette salle qui s'est levée et qui, dans un tonnerre d'applaudissements, a accueilli cette suggestion du nom Rassemblement National en applaudissant durant un très long moment. C'est vrai que ça a été pour moi plutôt une bonne surprise, car tout ça n'était pas gagné, alors que nous sortions d'un questionnaire où les adhérents s'étaient exprimés à titre consultatif sur le changement de nom et qui avait révélé une courte majorité de 52%. Oui, donc vous avez au moins rassemblé déjà, et c'est bien, votre salle. Je voulais demander, est-ce que c'est important le nom du parti ou est-ce que ce qui est le plus important, c'est la marque Le Pen? J'ai envie de vous dire, et l'un et l'autre. Et l'un et l'autre, il est sûr que si un autre président que moi-même avait changé le nom du Front National, probablement ça aurait été compliqué pour lui, que ça ne l'est peut-être pour moi, d'abord parce qu'il y a un capital confiance, incontestablement, je le crois, à mon égard, dans mon propre mouvement, contrairement à ce que j'ai pu lire, là encore, il reste quelques partisans de Marine Le Pen au Front National. Et puis parce que cette marque Le Pen, vous avez raison, c'est aussi une marque, cette marque Le Pen va permettre précisément d'effectuer ce changement de nom, tout en ayant pour nos électeurs un signal de visibilité, de reconnaissance, qui est celui du nom et du prénom d'ailleurs un petit peu, que je porte quand même. Bonjour, Paul Bria, AFP. Vous voulez rassembler d'une part, et d'autre part, vous avez indiqué que vous ne seriez pas tête de liste aux européennes. Est-ce que Thierry Mariani serait une bonne tête de liste Rassemblement National pour juin 2019 ? Écoutez, de toute façon, cette tête de liste doit faire l'objet d'une discussion. Mais dans une alliance, vous savez comment se passe la constitution d'une liste dans une alliance. Enfin, je n'invente rien. C'est comme ça depuis que la politique est politique. En règle générale, la tête de liste est confiée à l'allié qui représente le plus de poids politique. Voilà. Mais c'est un débat que nous aurons avec nos alliés quand ceux-ci seront tous ensemble autour de la table. Oui, je voulais revenir sur le clivage droite-gauche dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y avait dans le questionnaire plusieurs questions sur ce thème, et notamment une question à vos adhérents sur où se situe-t-il sur cet axe droite-gauche. On n'a pas eu ce résultat samedi, est-ce que vous l'avez? Et j'avais une autre question sur votre discours de dimanche, sur le fameux clivage. Vous faites remonter le clivage tel que vous le percevez aujourd'hui à Cain et Abel. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu ça? Parce que du coup, vous vous trouvez du côté de celui qui tue l'autre. Non, vous avez fait sur deux questions différentes. Non, vous avez fait un petit peu deux questions et deux réponses. Une confusion. Alors non, nous n'avons pas encore les résultats, car nous avions expliqué que nous avions eu énormément de réponses à ce questionnaire. Il y avait 80 questions, il y avait 40 qui concernaient plutôt le ressenti de nos adhérents, leur positionnement politique, d'où ils venaient, leur parcours, et la partie que nous avons rendue, dont nous avons rendu publiques les décisions, qui était une partie exclusivement politique. Et comme nous avons eu énormément de réponses, pour pouvoir faire le dépouillement à temps pour le Congrès, nous sommes concentrés sur les 40 questions politiques, et donc nous allons démarrer là le dépouillement de la première partie, résultat d'ailleurs avec lequel que nous pourrons vous transmettre, car je pense qu'ils sont effectivement extrêmement intéressants. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça n'est pas dans le clivage mondialiste nationaux que j'ai évoqué, Cain et Abel, mais sur le nomadisme. Voilà. J'ai expliqué quel était le nom de la politique qui était menée par Emmanuel Macron. Ça s'appelle l'atalisme. Ça n'est pas du macronisme, c'est de l'atalisme. Ça a été explicité par Jacques Attali dans un certain nombre d'écrits, dont L'homme nomade d'ailleurs. Et c'est vrai que je faisais un parallèle en disant qu'en fait toute l'histoire du monde est une sorte de lutte entre les nomades et les sédentaires, que nous faisons partie des sédentaires qui ont un pays, des frontières, qui sommes dans la transmission, etc. Bon, mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec mondialistes et nationaux, même si on peut en tirant un petit peu l'idée, arriver jusque-là. Ça vaut aussi pour Romulus et Rémus. Mais ça vaut pour beaucoup, encore une fois.
excusez-moi, de combat, mais pas toujours qui se termine par des meurtres d'ailleurs. Oui, bonjour Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Vous croyez pour les prochaines élections européennes à une majorité eurosceptique? Alors, quelle peut être cette majorité? De qui êtes-vous le plus proche? Est-ce par exemple la Ligue du Nord? Et puis surtout, quel peut être un objectif fédérateur entre différents acteurs qui sont tous sur des lignes individualistes? Bien précisément, celle qui est la ligne, c'est celle qui est inscrite, notamment dans les statuts du groupe européen auquel nous appartenons. C'est la défense de la souveraineté, c'est-à-dire de la liberté de chaque nation à décider pour elle-même. C'est l'idée que l'Europe peut se créer sur une coopération entre les nations, mais une coopération librement consentie, avec un droit de veto lorsque les intérêts nationaux sont en cause. Sur l'idée que nous devons maîtriser chacun nos frontières et en être responsables, y compris à l'égard d'ailleurs de nos voisins. Donc je vous renvoie au statut du groupe, mais je crois qu'il n'y a absolument aucune difficulté à avoir une vision commune dans l'intégralité des pays qui constituent aujourd'hui l'Union européenne sur la base d'un rejet de la politique et de la philosophie portée par l'Union européenne. Oui, je pense que demain, on peut avoir une majorité eurosceptique au Parlement européen. Et ce serait une nouvelle absolument historique, puisque depuis la création du Parlement européen, le PPE et le PSE, comme si c'était d'ailleurs de droit divin, considèrent qu'ils doivent être majoritaires. Eh bien non, la Hongrie, les résultats en Suède, les résultats en Italie, bien entendu, les résultats en Autriche, les résultats en France, tout cela peut constituer une majorité de députés, qu'ils soient pour le coup y compris aux deux bouts peut-être de l'arc politique, mais une majorité pour s'opposer à l'avancée fédéraliste de l'Union européenne telle qu'elle est portée par Emmanuel Macron, mais aussi, il faut bien le dire, par M. Wauquiez et ses députés, puisque les députés de M. Wauquiez appartiennent au PPE, et que dans les statuts du PPE, en revanche, il est indiqué qu'ils doivent agir pour faire avancer la construction européenne et le fédéralisme européen. À partir du moment où il n'a pas rompu avec le PPE, permettez-moi de dire que je trouve que M. Wauquiez est en contradiction avec les critiques qu'il formule aujourd'hui sur les plateaux français. Alors, autre question concernant l'Europe, je crois. Voilà, pour creuser justement cet aspect-là, donc le départ des Britanniques va quand même entraîner une reconfiguration au Parlement européen sur la droite, puisqu'il y avait 3 groupes qui se revendiquaient de droite un peu eurosceptique, en sachant que le paysage est très éclaté. Par exemple, les Hongrois sont au PPE, de M. Orban sont au PPE. Comment est-ce que vous comptez justement réorganiser ces groupes parlementaires? Est-ce que vous allez rejoindre les Polonais du PiS? Est-ce que vous allez regrouper autour de vous d'autres formations au sein d'un groupe parlementaire? Ou est-ce que pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose qui est mûr? Bon, d'abord, c'est absolument pas mûr pour une raison très simple, c'est que ce genre de choses se décide en général après les élections. Bon, deuxièmement, excusez-moi, mais ça, c'est des histoires de boutique. C'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les grandes majorités qui vont se constituer au Parlement européen. C'est pas tellement de savoir si un tel va être dans tel groupe ou tel autre. Ça c'est beaucoup moins intéressant. Car après tout, même s'il y a 2 ou 3 groupes eurosceptiques différents, moi, ce qui m'importe, c'est qu'à un moment donné, sur un vote comme celui du CETA, eh bien, le Parlement européen vote contre, à la différence des députés de M. Wauquiez qui ont voté pour, par exemple. Vous voyez, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est que vraiment, on voit bloquer demain au sein du Parlement européen l'avancée fédéraliste de cette Union européenne que je considère comme étant une vision carcérale de l'Europe. Voilà. Bonjour, Simon Carreau de l'agence Reuters. J'aimerais vous poser 2 questions, si vous le permettez, en revenant à chaque fois sur le Congrès. D'abord, une première rapide sur Steve Bannon. Est-ce qu'il y aura des suites à sa venue? Notamment, est-ce que vous allez solliciter ses conseils à l'avenir? Deuxième question, il y a quelques années, vous aviez été très réticente à la venue de Philippe Vardon au Front National. Philippe Vardon qui vient du bloc identitaire. Le week-end dernier, il a été promu au Bureau national. Est-ce que ça a une signification ou une incidence sur le programme, sur la ligne du Front National?
Très honnêtement, le fait que Philippe Vardon soit un des 40 membres du Bureau national, évidemment, n'a pas une influence en tant que telle sur le Bureau national. C'est surtout le respect de l'ensemble des sensibilités qui existent. Moi, j'ai travaillé avec Philippe Vardon pendant la campagne présidentielle. Il est assez éloigné de l'image, d'ailleurs, objectivement, qu'on en donnait. C'est un garçon qui a une sensibilité sociale qui est extrêmement forte, peut-être compte tenu de son parcours, hein, puisqu'il est né dans un milieu modeste, et a vécu dans la banlieue, la voyant d'ailleurs évoluer comme nous l'avons tous vu évoluer, plutôt en l'occurrence dans le mauvais sens. Donc je pense qu'il est important qu'il y ait des gens comme lui. De la même manière, il est important qu'il y ait des gens comme Jordan Bardella, qui est secrétaire départemental du 93, qu'il y ait des gens qui viennent plutôt de la gauche. Enfin voilà, c'est un panel représentatif, le Bureau national, des territoires, mais aussi des compétences et également des parcours. Concernant M. Bannon, j'espère qu'on va continuer à travailler, bien sûr. Je pense que ce serait intéressant de pouvoir le revoir et débattre avec lui. J'ai trouvé très intéressant dans son discours, d'ailleurs, mais ça, je suppose que comme c'est pas sulfureux, ça n'intéresse personne, son concept de souveraineté personnelle, c'est-à-dire l'idée de la maîtrise de ses propres données. Je vous indique au passage, pour ceux qui ne l'ont pas lu, que j'ai fait un assez long développement dans mon discours de dimanche sur les données personnelles, sur les GAFA et surtout sur l'exigence qui devrait être celle du politique de créer des nouvelles régulations face aux nouveaux défis que représentent les avancées technologiques, l'intelligence artificielle. Bon, ça, je n'en ai pas lu une ligne dans aucun média, je le regrette, ou ça vous donne l'occasion de le ou entendu un aujourd'hui. mot. C'est un peu dommage parce que je pense que c'est un vrai sujet d'avenir, et cette histoire de souveraineté personnelle, c'est-à-dire qu'il y a une souveraineté nationale, chaque État doit pouvoir disposer de lui-même, mais chaque personne doit aussi pouvoir disposer de lui-même, et notamment des données qu'il transfère, eh bien, m'apparaît être un des grands éléments de réflexion que je vais mettre au centre des préoccupations, notamment du nouveau Bureau national, dont je vous indique qu'il a fait l'objet d'un très fort renouvellement, puisque 55% du Bureau national aujourd'hui, ce sont des entrants. Il y a donc eu un renouvellement très fort du Bureau national, comme d'ailleurs du Conseil national, où 38% de femmes ont été élues alors qu'il n'existe pas de parité dans cette élection du Conseil national. Évidemment, je ne peux que me réjouir de cette évolution. Avant de prendre les deux prochaines questions, j'avais une question à vous poser concernant l'avenir de l'euro dans votre projet politique. Est-ce qu'aujourd'hui, à la sortie de ce congrès, vous pouvez nous en dire plus sur la ligne politique de votre parti, la ligne tout court concernant une éventuelle sortie de l'euro, de la France de l'euro? Est-ce que c'est la ligne adoptée? Est-ce que vous pouvez préciser les choses en la matière? On sait que ça a été un débat important, notamment durant la dernière présidentielle. Écoutez, je me réjouis de pouvoir vous annoncer que les adhérents du Front National, dans le cadre du questionnaire, ont accepté la résolution qui avait été votée par le bureau politique au mois de juillet, c'est-à-dire de transformer le référendum que nous avons défendu pendant la campagne présidentielle et dont on a bien compris qu'il était anxiogène, voilà, qui représentait dans l'esprit de beaucoup d'électeurs une forme de bing-bang institutionnel qui avait suscité clairement la peur du vide. Et donc nous avons transformé en mettant en œuvre un calendrier de retour des souverainetés qui ont été déléguées à l'Union européenne vers notre pays et donc vers notre peuple, parce que si ça n'est pas le cas, alors nous ne sommes pas véritablement dans un fonctionnement démocratique, où nous démarrons par les frontières, car il nous apparaît absolument urgentissime de maîtriser à nouveau nos frontières au moment où la pression migratoire est aussi importante. Je vous rappelle, je vous indique d'ailleurs qu'un de vos confrères, M. Smith, a écrit un livre, La ruée vers l'Europe, où il évoque les futures migrations venant d'Afrique vers l'Europe, et il rappelle des chiffres démographiques qui sont des chiffres que nous devons tous avoir en tête, parce que ça c'est une réalité factuelle. Il y avait 150 millions d'Africains en Afrique en 1930, il y en a aujourd'hui 1,3 milliard, il y en aura en 2050 2,5 milliards. Bon. Et compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de co-développement sérieux mis en œuvre pendant des années, eh bien tout à fait évidemment,
il y a une volonté de partir. 40% des Africains de 15 à 25 ans souhaitent partir d'Afrique. Ça, c'est une réalité. Bon. Et partant de cette réalité, on doit évidemment tenir compte et mettre en œuvre les politiques qui vont accompagner ces gigantesques migrations. J'ai fait une déviation. Et donc en dernier, vous voyez, je me rattrape, hein. Donc en premier les frontières parce que c'est extrêmement urgent compte tenu de la situation. Après il y aura la souveraineté de nos lois, etc. Et nous avons indiqué que ce serait en fin de mandat que nous nous attacherions à notre souveraineté monétaire. Mais je suis convaincu qu'en attendant, M. Emmanuel Macron va respecter les promesses de campagne et qu'il va réussir à obtenir notamment de l'Allemagne qu'elle verse les 70 milliards d'euros par an à la France qu'elle devrait verser compte tenu des excédents excessifs qu'elle effectue sur le dos de la France qui du coup subit, elle, un déficit de son commerce. Donc j'attends de voir le président de la République à l'œuvre et puis j'attends aussi que les Français voient le président de la République à l'œuvre. Quand il se sera cassé le nez sur la porte que Mme Merkel lui aura claqué au bec, eh bien peut-être que sa pensée évoluera vers le retour nécessaire effectivement à une souveraineté monétaire qui, en l'absence de capacité à agir sur la monnaie, évidemment, est un des éléments de notre désindustrialisation, un des éléments de notre déficit commercial, un des éléments de la baisse des salaires et de la baisse des charges, qui est, compte tenu de l'absence de maîtrise de la monnaie, le seul moyen qui est entre les mains de nos gouvernements pour pouvoir obtenir un surcroît de compétitivité. Anita Hausser pour Atlantico. Je voulais vous demander, dans le cadre de la constitution de vos futures alliances, est-ce qu'il y a des eurosceptiques avec lesquels vous ne souhaitez pas, ne voulez pas faire alliance pour la constitution d'une liste européenne, par exemple? Et je n'ai pas bien compris l'histoire des 10 milliards d'euros dont vous parlez, que l'Allemagne devrait reverser à la France. Écoutez, à partir du moment où on construit une Union européenne, l'idée, c'est de ne pas laisser dans l'Union européenne les pays diverger. Voilà. Or, on voit bien, et d'ailleurs, je vous signale que l'Union européenne a mis l'Allemagne en procédure d'excédent excessif, car quand on est en déficit excessif, on est soumis à une procédure, et quand on est en excédent excessif, on est soumis à une procédure. Et donc, l'idée développée par certains qui veulent sauver l'Union européenne à tout prix, c'est évidemment qu'il y ait des compensations, dans ces cas-là, entre les pays. Inutile de vous dire que l'Allemagne n'a pas du tout envie de faire le moindre transfert de ces excédents qu'elle effectue à destination de quiconque. Donc je pense qu'on est au bout du chemin, on est au bout de la logique en fait, on est au bout du chemin. Emmanuel Macron a évoqué cela pendant la campagne présidentielle, indiquant qu'il œuvrerait en ce sens. Eh bien, nous attendons que, encore une fois, il se voit opposer une fin de non-recevoir par l'Allemagne pour remettre les problèmes à plat en disant alors maintenant qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et votre première partie de question c'était ? Par exemple, je refuserais de faire alliance avec des mouvements qui défendent l'immigration. Voilà, par exemple, parce que je pense que l'immigration est un fléau aujourd'hui que subit notre pays. Et un exemple type, l'extrême gauche qui peut être eurosceptique sur un certain nombre de sujets, ce sont des immigrationnistes convaincus. Je trouve d'ailleurs que leur positionnement est assez incohérent au passage, hein, puisqu'en réalité l'immigration est utilisée par l'Union européenne pour peser à la baisse sur les salaires. C'est la raison pour laquelle les commissaires européens sont systématiquement en train d'expliquer qu'il faut plus d'immigration en Europe. Donc, et au passage, on confie à l'Union européenne qui est pour une immigration supplémentaire, le soin de limiter l'immigration aux frontières de l'Europe. Enfin, on n'est pas à une incohérence près avec l'Union européenne. Une question au fond de la salle et ensuite une question juste devant. Oui, Nathalie Moret pour les journaux du groupe EBRA. Je voulais savoir si dans le questionnaire de la refondation dont on a eu le compte-rendu samedi après-midi, s'il y avait des choses qui vous surprenaient. Je vous donne 2 ou 3 exemples qui, moi, m'ont surpris. Par exemple, sur la loi travail, il y a 12% des personnes qui la soutiennent. Des personnes de votre parti. Pareil, sur le maintien de l'âge légal pour partir à la retraite, il y a 20% qui sont pas d'accord. Et c'est aussi très partagé sur les 35 heures. Je voulais savoir si vous en tiriez des conclusions sur les personnes qui
peut-être arrivé récemment au sein de votre parti ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, quand on arrive à être 80%, obtenir des scores de 80% des adhérents du Front National, hein, qui sont pour la retraite à 60 ans, moi, ça ne m'a rien appris, c'était mon projet. En revanche, ça a dû en prendre à certains qui, parfois même en dehors du Front National, savaient mieux que moi ce que pensent les adhérents du Front National. Hein. Voilà. Et ils m'expliquaient que les adhérents du Front National étaient contre la retraite à 60 ans. Ben non, ils sont pour. Donc, oui, 74%. Ben non, ils sont pour. Voilà. Et il en est de même sur la question que vous avez évoquée. 12%, ça veut dire qu'il y a 80 et quelques pourcents qui sont pour. Donc c'est considérable. Mais on n'a jamais 100% de réponse. D'abord parce que ça tient aussi à la manière dont la question est formulée. Elle peut parfois être mal formulée. C'est peut-être d'ailleurs sur les 35 heures un peu ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, beaucoup de nos adhérents, comme nous d'ailleurs, hein, étaient opposés aux 35 heures. Ils ne sont pas opposés à ce que par branche on autorise de revenir à 38 ou 39 heures, mais ils veulent que ce soit 38 ou 39 heures, payé 38 ou 39 heures. Voilà. Donc ce sont des questions qui sont un peu complexes, qui auraient nécessité peut-être un peu plus encore de détails dans les questions, mais enfin dans l'ensemble, permettez-moi de conclure à la lecture de ces résultats que la ligne, et c'est pas très étonnant d'ailleurs, de la présidente du Front National est validée par les adhérents du Front National. Alors, ça permettra de faire taire quelques critiques, encore une fois, qui ont émergé de ci, de là. C'est une ligne qui marche sur deux pieds. Je l'ai répété et je le répète. D'un côté, immigration, lutte contre l'insécurité, défense de l'identité, et de l'autre, protection des services publics, de notre système de solidarité nationale et souveraineté nationale. C'est cela que les adhérents du Front National ont exprimé au travers de ce questionnaire. Et évidemment, je m'en réjouis puisque c'est la première fois qu'on pouvait leur poser la question tout à fait directement et qu'ils y ont répondu encore une fois de manière assez massive pour que ce soit tout à fait représentatif. Question juste devant vous. Madame, une petite question un peu décalée par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, qui est évidemment l'essentiel. Comment réagissez-vous à l'affaire Bertrand Cantat ? Est-ce que vous avez le sentiment, pour reprendre l'expression qu'il a choisi d'employer, qu'il faut lui laisser le droit, au travers de ses concerts, de se réinsérer, ou est-ce que vous donnez spontanément la priorité à ces femmes qui se solidarisent avec les femmes dont on sait quel a été leur destin? Je pense que le problème de M. Cantat, c'est qu'il n'a pas de notion de la décence. Parce que quand on a tué une femme à coups de poing, qu'on a été condamné, certes, on a rempli sa peine. Mais je pense qu'on ne peut plus être un responsable, avoir une vie publique. Sinon, il faut accepter, effectivement, de se trouver confronté à ceux qui considèrent qu'il est indécent de remonter sur quelque scène que ce soit lorsqu'on a tué une femme à coups de poing. Il reste, encore une fois, dans notre société, des considérations morales, n'en déplaise à certains. Et ces considérations morales font que, effectivement, une partie de la population est très choquée de voir des gens qui ont commis des actes très graves continuer, en quelque sorte, à tirer profit de leur notoriété. Voilà. Un mot qui concerne l'Assemblée. Frédéric Delpech, LCI. Oui, pour LCI. Un mot qui concerne l'Assemblée. Donc, Édouard Philippe procède en ce moment à des consultations, des rencontres avec les présidents des groupes. Quelle va être votre position à vous, député Front National, Rassemblement National, sur la réforme constitutionnelle? Est-ce que vous souhaitez une réduction du nombre de députés? Est-ce que vous approuvez certaines des mesures, notamment l'introduction de la proportionnelle, ou est-ce que vous vous opposerez totalement à cette réforme constitutionnelle? Sachant que toutes les mesures évoquées ici par mon confrère ne font pas forcément partie d'une réforme constitutionnelle en tant que telle, mais pourraient être l'objet de lois ordinaires, de lois organiques ou d'une réforme constitutionnelle. Bon, je note d'abord que le Premier ministre n'a pas cru nécessaire de nous recevoir, ce que je trouve critiquable. Nous avons quand même fait
35% au second tour de l'élection présidentielle. Nous sommes une force incontournable de la vie politique française. Je trouve que ne s'adresser qu'au groupe de députés pour mettre en œuvre des règles qui, par définition, vont toucher d'ailleurs la future Assemblée, ça me paraît objectivement contestable. Ça, c'est la première chose. La baisse du nombre de députés, d'accord, mais moi, je trouvais que la contrepartie, c'était la proportionnelle intégrale. C'était dans mon projet présidentiel, la baisse du nombre de députés. La suppression du nombre de mandats dans le temps, je n'arrive pas à comprendre sur quelle base elle s'appuie. Car je trouve que c'est une manière d'infantiliser les électeurs à qui on dirait « Ah ben non, vous ne pouvez pas élire un 4e mandat un élu. Si l'élu est bon, il n'y a absolument aucune raison pour qu'il ne puisse pas faire un 4e mandat. » Quant à la proportionnelle, partir de 25% de proportionnelle, qui était déjà quand même très peu, pour arriver aujourd'hui à 10 ou 12%, c'est l'expression d'un gigantesque mépris à l'égard de la démocratie que l'on retrouve, encore une fois, dans d'autres types de propositions faites par le gouvernement. C'est évidemment pas du tout à la hauteur de ce qu'attendent les Français et ça ne correspond pas aux déclarations visant à renouer avec la participation des Français aux élections. Voilà. C'est ridicule, c'est méprisant, c'est dérisoire et j'espère que nous arriverons à faire évoluer le gouvernement sur cette question. Parce que ces 10%, j'ai entendu un certain nombre de journalistes dire ça va faire une cinquantaine de... Ben non, ça va faire 10% du nombre de nouveaux députés. Donc, voilà, donc ridicule. C'est ça. Question à votre droite, au fond de la Bonjour madame. Bonjour. Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Vous avez aspiré aux plus hautes fonctions de l'État et vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères. Quelle est, à votre avis, la bonne attitude à adopter pour la France vis-à-vis de M. Vladimir Poutine ? Je pense que la bonne attitude à adopter pour la France, c'est de sortir du giron de l'Union européenne en matière d'affaires étrangères. C'est d'ailleurs en partie ce qu'a fait Emmanuel Macron, même si on n'a pas vu de traduction concrète postérieurement à son rendez-vous avec Vladimir Poutine. Mais je pense que la manière dont Emmanuel Macron a exprimé le souhait de multiplier les relations, en tout cas de normaliser les relations entre la France et la Russie, vont dans le bon sens, incontestablement. La Russie doit être demain pour nous un allié économique, un allié stratégique. Or, aujourd'hui, tout cela est interdit précisément en raison d'une Union européenne qui elle-même est extrêmement soumise aux désirs des Américains. Et est-ce que ce qui s'est passé en Angleterre change la donne ? Écoutez, vous savez ce qui s'est passé en Angleterre, vous ? Parce que moi, je ne sais pas. Hein. Non seulement je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne comprends même pas quel aurait été l'intérêt des uns et des autres dans cette affaire. Bon, donc le jour où tout cela sera, encore une fois, plus clair dans l'esprit de tout le monde, on peut discuter de cela. Mais vous savez, moi, je crois que dans les relations avec les nations, on peut avoir des désaccords, hein. On peut bien évidemment avoir des désaccords. Il me semble que la France a des relations que j'ai contestées pendant longtemps très fortes avec un pays comme l'Arabie Saoudite. Elle a des relations très fortes que je continue à contester avec le Qatar, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on pourrait faire un bottin téléphonique, probablement, des critiques que l'on peut formuler sur la manière dont se passent les choses dans ces deux pays. Voilà. Mais moi, je fais partie de ceux qui ont une vision des relations internationales, qui est une vision de respect des nations. On parle ensemble, on ne rompt pas les relations diplomatiques, mais on tient compte des nations telles qu'elles sont et pas telles que nous voudrions qu'elles soient. Et il me semble que ces deux pays-là ont beaucoup plus de critiques légitimes. Nous avons beaucoup plus de critiques légitimes à leur faire qu'à l'égard de la Russie, avec laquelle nous avons une histoire commune, culturelle, très, très importante, et avec laquelle, de surcroît, nous aurions dû avoir des relations économiques depuis bien longtemps. Je rappelle que les sanctions qui ont été décidées contre la Russie par l'Union européenne, auxquelles la France est soumise, comme à chaque fois, elle s'est soumise à chaque fois aux desiderata de l'Union européenne, en réalité nous ont fait beaucoup de mal, et en réalité on fait beaucoup de bien à la Russie. Ce qui, en conclusion, n'était pas très malin, en fait. Voilà.
Hier soir, il y avait un documentaire sur la Russie, sur Arte, qui disait que vous aviez rencontré Vladimir Poutine, non pas une fois, comme on l'avait vu pendant la campagne présidentielle, mais deux. On comprenait que la deuxième fois était plutôt secrète. Est-ce que vous confirmez ou pas? C'est un excellent documentaire de notre confrère Paul Moreira, hier soir sur Arte. Inutile de vous dire que s'il y avait eu une première réunion secrète, elle le resterait. Et elle le restera? Et elle le restera. Donc il y en a une? Non, je dis si, évidemment, elle aurait vocation à le rester. Donc... Peut-être encore une ou deux questions. Moi, j'ai une question à vous poser, ça c'est sûr. Peut-être une autre. Allez, deux, trois questions. Et puis, je vais revenir sur nous voir pour le pot de l'amitié avec Madame Le Pen. Je reviens sur votre position par rapport à l'immigration. Que pensez-vous des recommandations du pape François qui, lui, justement, demande à ce que les catholiques ou les gens en général accueillent des immigrés? Est-ce que ça vous paraît une position naïve ou est-ce qu'elle a du fond? Non, mais que le pape se fasse le défenseur de la charité chrétienne, enfin, je pense que ça n'étonnera absolument personne. Ce que je lui conteste, c'est le droit de décider de la politique d'immigration que doit mener un pays. Voilà, nous ne nous mêlons pas de la manière dont il gère ses églises et son église, ses églises et son église, et donc je pense que le pape n'a pas à indiquer quelle doit être la politique d'immigration d'un pays. Qu'en revanche, à titre individuel, il demande aux catholiques de faire preuve de charité chrétienne, ne me paraît pas ni contradictoire, ni problématique, bien sûr. Oui. Madame Le Pen, on a été assez surpris de vous entendre dire, il y a quelque temps, si en 2022, quelqu'un est mieux placé que moi, finalement, je pourrais très bien laisser ma place. Vous aviez un nom en tête? Là aussi, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, j'ai toujours tort. Parce que j'aurais dit, je vais m'accrocher à mon siège et je serai présidente à vie du Front National et je me présenterai à toutes les élections présidentielles qui arrivent jusqu'à ce que je meure, vous auriez été les premiers à dire elle est devenue complètement dingue. Bon. Mais là, je dis, je suis présente, mais si un jour quelqu'un émerge et est capable de rassembler plus que je ne le fais dans un moment précis, dans un contexte précis, évidemment, je m'effacerai à son bénéfice. J'avais tort aussi de le dire. Bon. Donc, je ne sais plus quoi dire. Moi, je suis respectueuse de la démocratie interne de mon mouvement. Il y a des élections. Nous n'avons pas de primaire, Dieu merci, hein, parce qu'on a vu ce que ça a donné. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été quand même un véritable carnage, parce que les primaires ont réussi à tuer tous les candidats, y compris celui qui avait gagné. Bon, dans à peu près tous les mouvements d'ailleurs. Donc nous n'avons pas de primaire, nous avons pris une décision très simple, qui était une décision de bon sens que prenaient avant les responsables, les autres mouvements politiques. Avant les élections présidentielles, il y a un congrès. En élisant le président du Front National, on élit également le candidat à la présidentielle. Si demain il y a un autre candidat, et si ce candidat gagne les élections, eh bien oui, évidemment, je me soumettrai à la décision des adhérents du Front National. Mais enfin, tout ça me paraît tellement naturel que je ne comprends même pas que ça puisse susciter une polémique quelconque. Okay. Mais certains se sont servis de cette déclaration tout à fait naturelle pour en tirer la conclusion que j'étais déprimé, désespéré, démoralisé, etc. Peut-être ont-ils pris leur espoir pour la réalité, mais non, vous allez pendant quelque temps encore être amené à me supporter, au moins pendant 3 ou 4 ans, puisque le prochain congrès du Front National aura lieu juste avant les prochaines élections présidentielles. Autre question, allez, les 2 dernières questions, elles seront ici dans la salle. Je vous poserai une dernière question moi aussi, ensuite on arrêtera là s'il vous plaît. Au-delà du nom, et de la forme finalement, sur le fond, vous qui appelez à un rassemblement, vous qui appelez à des alliances, et vous l'avez dit dans votre discours, ces alliances c'est aussi une forme de négociation. Quelles sont les évolutions programmatiques, quels sont les points de négociation que vous êtes prête à discuter avec d'éventuels partenaires? C'est assez difficile de vous répondre à partir du moment où ce débat n'a pas commencé. Voilà. Si le débat n'a pas commencé avec les élus, peut-être d'ailleurs, nous ne serons pas du tout obligés d'ailleurs de faire des compromis, car peut-être partageons-nous à l'égard de l'Union européenne exactement la même vision avec ceux qui vont participer à cette coalition des nationaux.
après tout, puisqu'il s'agit de l'Union européenne. C'est la première élection. Après, il y aura des municipales. Dans des municipales, encore une fois, les débats se feront au niveau de la constitution des listes aux municipales. Donc l'idée, c'est que le Front National acquiert cette culture des alliances. Cette culture des alliances qui ne nous est pas naturelle, puisque par définition, nous avons avancé seuls pendant près de 45 ans. Bon. Acquérir cette culture des alliances, c'est acquérir précisément la culture de la capacité du compromis et pas des compromissions, du traitement des alliés, du respect des alliés, du respect de leur sensibilité, du respect de leurs particularités. Donc c'est un élément essentiel. Je l'ai dit, le triptyque du prochain mandat, de mon prochain mandat à la tête du Front National, c'est s'implanter, s'allier, gouverner, c'est-à-dire accélérer l'implantation locale dont on a vu qu'elle a fait quand même un bond spectaculaire lors de mon dernier mandat au travers des municipales, mais aussi des cantonales et des régionales au passage. S'allier, parce que je pense que c'est nécessaire de le faire compte tenu de la recomposition de la vie politique française aujourd'hui, et gouverner, c'est acquérir cette culture de gouvernement, c'est-à-dire une méthode de travail aussi qui sera donnée à nos élus dans l'intégralité des assemblées dans lesquelles ils siègent. Dernière question de la salle. Alors moi je voulais juste vous avoir sur 2 points. On parle beaucoup de la fuite des élus, qu'il y a beaucoup d'élus qui partent du parti du Front National. Comment comptez-vous faire pour arrêter cette fuite? Et le deuxième point, c'est en fait finalement on retrouve autour de vous un peu vos collaborateurs historiques qui sont toujours en place après ce congrès. Est-ce que vous pensez que leur niveau est suffisant pour vous porter, pour gagner des élections et vous porter au pouvoir? Mais on les retrouve où? Enfin, je vous remercie pour votre gentillesse à leur égard, je leur transmettrai, mais à part ça, on les retrouve où? Bah, je sais pas, par exemple, Monsieur Alliot, Monsieur Bild, Monsieur Briouat, c'est des gens qui vous suivent depuis très longtemps et qui sont aujourd'hui, Monsieur Olivier, et qui sont aujourd'hui vos... ce sont des gens qui ont contribué à faire passer avec moi le Front National de 4,5% aux législatives, de 10,5% aux présidentielles de 2007 et 4,5% aux législatives, à 35% au second tour d'une présidentielle. Voilà, vous voyez, qui ont contribué à faire du Front National avec moi le premier parti de France aux élections européennes, aux élections régionales, qui ont contribué à faire en sorte que nous avons été à quelques points de gagner 2 régions qui ont fait passer le nombre de conseillers départementaux de 0 à 62, qui ont fait élire des sénateurs pour la première fois, des députés au majoritaire à 2 tours, faisant sauter le plafond de verre. Donc oui, moi je les trouve bien. Maintenant, ils sont rejoints encore une fois par toute une génération aussi de nouveaux visages, puisque je le disais tout à l'heure, le Bureau national, ancien bureau politique, a vu, lors de ce congrès, 55% d'entrants. Donc plus de la moitié des membres du Bureau national sont nouveaux. C'est un renouvellement qui est considérable, et vous verrez émerger, avec les méthodes de travail que nous allons mettre en œuvre, des nouveaux visages un peu partout dans nos territoires qui vont être les supports de notre activité politique et de notre implantation locale dans les années qui vont venir. Sous votre contrôle, je crois que le bureau exécutif comprend 8 membres aujourd'hui. Oui. J'ai pas trouvé le nom d'une femme. C'est peut-être moi qui ai fait une erreur, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui manque dans ce bureau exécutif, une femme à vos côtés? Certainement. Vous n'avez pas trouvé? Écoutez, si j'ai organisé le bureau exécutif comme cela, c'est que d'abord je compte sur le mérite des gens et pas uniquement sur leur sexe. Moi, je me réjouis quand les femmes, comme au Conseil national, encore une fois, sont élues à 38%. Je m'en réjouis, mais vous savez que je suis opposé à la parité, je l'ai toujours été. Je choisis les gens en vertu des compétences qu'ils apportent dans une structure qui est particulière. Et donc, j'ai été amené à faire ce choix. Mais vous noterez en revanche qu'il y a une beaucoup plus grande féminisation du bureau national, du bureau politique du Front National, donc du bureau national, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, ce dont, encore une fois, je me réjouis.
Et alors, dernière question, c'est peut-être une question un peu plus personnelle. J'ai lu ici ou là que vous auriez été tenté à un moment par le syndrome de Venise, après la défaite électorale, notamment à la présidentielle. Et c'est normal, c'est douloureux, une défaite électorale. Tous les hommes politiques et les femmes politiques le disent, qui plus est quand on concourt pour la plus haute marche, le sommet du pouvoir. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Marine Le Pen is back? Marine Le Pen est de retour à la sortie de ce... Mais est-ce qu'il y a eu cette tentation dans votre esprit à un moment? Non. Non. Désolé de le dire, non. Vous dites une défaite électorale, c'est douloureux. Non. Ça n'est pas douloureux. Ce qui est insupportable et inadmissible, c'est la guerre psychologique qui a été menée à moi-même et au Front National depuis 1 an. Voilà. C'est-à-dire la démultiplication des commentaires ou des articles ce que j'appelle une guerre psychologique, puisque l'objectif c'est de démoraliser l'adversaire en réalité, en expliquant que c'était fini, que c'était terminé, qu'il n'y avait plus d'avenir, que j'étais démoralisé, que j'étais au bord du suicide, j'en passais des meilleurs, etc. Pour que vos confrères écrivaient cela, moi je construisais les de demain. Je construisais ce congrès de la refondation. Je crois d'ailleurs qu'il a été un très grand succès et que nous sommes repartis avec une énergie supplémentaire à la conquête des élections européennes, des élections municipales, puis des départementales et des régionales qui suivront. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été parmi nous ce mercredi.